Bon, bah écoutez, bonjour, enfin bonsoir. Donc l'autre jour, en sortant du cours, quelqu'un qui m'a dit alors vous ne croyez pas à la morphologie? Je ne crois pas en Dieu, mais je crois en la morphologie complètement. C'est les photos, des fois, qui me font un peu peur. Donc je ne crois pas toujours ce que je vois au niveau des photos. Je pense qu'il y a actuellement une bulle en biologie qui est une bulle de l'imagerie, où il est plus facile de vendre une belle image qu'une belle idée. Dans un certain nombre de revues, et je crois que ce n'est pas une bonne chose. Voilà, donc c'est simplement ce que je voulais dire, mais je crois tout à fait en la morphologie. D'ailleurs, je suis titulaire de la chaire des processus morphogénétiques, Madame Texier-Vidal, donc quand même, j'espère que j'y crois un peu. Voilà. Donc aujourd'hui, donc, je vais reprendre avec ces affaires de neurogénèse. Il y aura encore pas mal de macrophages, hein, finalement. À la fin de ce cours, vous saurez que vous avez, c'est l'homme macrophagique. Voilà, donc, autant que neuronal. Ouais. Donc, je vais le reprendre avec la question de la signalisation purinergique, c'est-à-dire par l'ATP. L'ATP, l'UTP, et puis évidemment les produits de dégradation de ces nucléotides, qui ne sont pas uniquement des nucléotides, qui sont aussi des médiateurs chimiques. Donc, je vous rappelle que même si les microglies ont une fonction physiologique normale, hein, c'est-à-dire en l'absence de lésions, en l'absence d'inflammation, c'est un point sur lequel je passerai un petit moment, elles ont aussi une fonction de régulation de l'inflammation cérébrale. C'est-à-dire que c'est une double fonction, une fonction physiologique et une fonction qui se place dans le cadre de processus pathologiques. Donc, en effet, ce sont les microglies ou les macrophages cérébraux qui sont les premiers types cellulaires à répondre quand il y a une lésion. De quelque nature que soit cette lésion, bien entendu. Ça peut être une plaque amyloïde, ça peut être un vaisseau qui pète, ça peut être une blessure. Voilà, l'autre jour, j'ai appris qu'il y avait quelqu'un qui s'était suicidé avec une perceuse. Donc, il a dû avoir beaucoup de macrophages activés. Voilà, donc ça m'a un peu étonné comme technologie. Mais... Donc, comme nous l'avons vu la semaine dernière, quelques minutes seulement après une lésion, infligée cette fois-ci au laser ou mécaniquement, les microglies envoient leur prolongement vers le site lésé et ils entourent ce site, ils isolent ce site et ils assurent la phagocytose des débris cellulaires. Et toujours la semaine dernière, vous pouvez le voir sur cette image, nous avons apporté des données qui suggèrent que ce phénomène est régulé par la sécrétion d'ATP, par les astrocytes eux-mêmes. Hein, donc en fait, voici ici l'astrocyte qui libère l'ATP via des hémicanaux formés de connexines sur la base d'inhibiteurs spécifiques de ces hémicanaux. Et à la suite d'un signal qui a été émis par la région lésée, ce signal étant possiblement de l'ATP, mais pas forcément. C'est-à-dire que la nature exacte de ce signal n'est pas, pour moi, claire. Hein. Ça peut être aussi de l'ATP, ça peut être une purine, mais dans tous les articles que j'ai pu lire, que nous avons discutés ensemble au cours des 3 dernières semaines, il n'y a pas d'évidence que ce signal soit, en fait, que de l'ATP ou même de l'ATP. En tout cas, l'ATP qui, lui, est libéré, même si l'ATP peut le faire. Rappelez-vous, on a mis un inhibiteur non dégradable de l'ATP, l'AMP-PNP, qui induit la sécrétion de l'ATP par les astrocytes. Hein. On peut imaginer que d'autres signaux qui seraient autre chose qu'une purine puissent avoir le même effet en agissant sur des récepteurs portés par les astrocytes ou en entrant dans les astrocytes. Donc cet ATP stimule des récepteurs purinergiques de la famille P2Y, c'est-à-dire qui ne sont pas des récepteurs qui ouvrent des canaux, mais qui sont liés à ce qu'on appelle qui sont des récepteurs à 7 domaines transmembranaires, qui sont liés à ce qu'on appelle des grosses G, c'est-à-dire des protéines qui sont à l'intérieur de la cellule et qui s'associent avec un domaine cytoplasmique de ce récepteur. Donc, ici, j'ai mis P2Y, mais hier, enfin plutôt il y a une semaine, je vous ai parlé de P2Y12, si vous en souvenez. C'est un détail. Mais ce que je vous ai montré la semaine dernière est seulement la première réaction du macrophage. Hein.
à une lésion aiguë, avec des microglies ramifiés, ce qui envoie la terminaison du côté de la site de la lésion. C'est une fibre ramifiée, ce n'est pas quelque chose qui est amoeboïde. À l'inverse, dans les situations chroniques, de douleurs chroniques cérébrales, de difficultés chroniques, en particulier dans les cas de neurodégénération, c'est-à-dire Alzheimer, Parkinson, Huntington et autres marades, pas vraiment, on observe des morphologies amoeboïdes et avec une forte rétraction des prolongements cette fois-ci, c'est-à-dire que la cellule se rétracte et elle acquiert une mobilité importante, mobilité accrue. Donc c'est un phénomène qui est connu depuis très longtemps, en fait depuis 1927, et sert même de définition à ce qu'on appelle l'inflammation cérébrale. C'est la définition de l'inflammation. Ces causes sont très mal comprises, et il est tout à fait intéressant de constater que dans ces systèmes d'inflammation chronique, avec la mise en place de microglies à caractère amoeboïde, on a une perte de l'expression de ce récepteur P2Y12, c'est-à-dire qu'on perd en fait ce récepteur aux purines. Et cette perte d'expression corrèle avec la transition entre le phénotype ramifié, qui est là un phénotype ramifié, et un phénotype amoeboïde, pensez simplement que ça se transforme en boule, quoi. Enfin, on va y revenir. Hein. D'où la possibilité, une fois encore, que cette transmission purinergique, ou l'absence de cette transmission purinergique, dans cette deuxième phase de l'inflammation, puisse avoir un rôle important dans la stabilisation de l'état inflammatoire du système nerveux. Alors, ce que je vais prendre ici, discuter, c'est un article assez récent, il y a une petite année, de Orr et collaborateurs, où ils ont d'abord travaillé in vitro pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, quelle est la différence entre les microglies naïves, si j'ose dire, comme celle-là, et puis les microglies qui sont activées par du LPS, c'est-à-dire mimant une présence importante de bactéries. Hein, et je rappelle que le LPS se fixe à ce qu'on appelle le Toll-like receptor, TLR4, qui est exprimé par les macrophages et qui entraîne, qui active les macrophages. Donc, dans cette diapositive, je vous illustre un petit peu la réponse inflammatoire de microglies qui sont ainsi activées. Donc, en bas, elles sont activées, et en haut, elles ne sont pas. Et ici, ce qu'on fait, c'est qu'on injecte, avec une pipette iontophorétique, on est dans une boîte de culture, enfin dans un système totalement artificiel, on injecte de l'ATP. C'est-à-dire qu'on crée, vous voyez ici en rose, un petit gradient d'ATP. Alors, en haut, ce que vous pouvez voir, c'est toujours pareil parce que j'oublie toujours après, parce que sur mes diapos, j'écris des choses, et après j'oublie de les regarder. C'est pas bien. C'est-à-dire que je manque un petit peu de place. Donc, si vous regardez en haut, c'est-à-dire que si je traite mes cellules au LPS, c'est-à-dire si j'active mes macrophages purifiés, je vois que je ne change pas l'expression de l'actine, qui n'a rien à voir avec cette affaire, mais vous voyez qu'ici, quand j'ai du LPS, j'induis, ici je ne sais pas ce que c'est, oui, c'est la hénosynthase, ici c'est l'interleukine 1 bêta, qui est une réponse évidemment de l'inflammation. Ici, j'active la cyclooxygénase 2, qui est aussi quelque chose à voir avec l'inflammation, les prostaglandines. Ici, j'active le TNF-alpha, j'en ai à l'état de base, mais j'en ai aussi quand je fais ça. Et puis ici, c'est une métalloprotéase, matrice métalloprotéase 9. Enfin, là, j'ai activé un truc, je ne vois pas d'ici. Oui, c'est du MCP, c'est-à-dire du monocyte chemoattractant protein 1. Donc vous voyez que j'ai une bonne réponse de mes macrophages à l'addition du LPS. Et en même temps, je vois que j'ai une modification de la réponse de mes cellules. C'est-à-dire que les cellules qui sont normales, si je remets de l'ATP, eh bien, elles vont migrer vers l'ATP. Vous voyez ici le déplacement de toutes ces cellules vers la source d'ATP, donc elles reconnaissent le gradient. En revanche, si j'ai mis du LPS et que je les ai activées, eh bien, elles fichent le camp, c'est-à-dire qu'elles s'écartent, c'est-à-dire qu'elles ont une réponse inversée par rapport à l'ATP. Et là, c'est la même façon de montrer les choses, c'est pas très compliqué. Donc,
le gradient d'ATP a été créé par iontophoreuse et on peut suivre la migration comme ça en temps réel. Hein. Donc c'est exactement ce qu'on attendait. Les microglies non traitées au LPS vont vers la source ATP et celles qui sont activées, en fait, on ne l'attendait pas, mais c'est comme ça, elles rétractent leur prolongement et elles migrent dans l'autre sens. Donc l'idée, évidemment, c'est d'analyser le mécanisme moléculaire de ces réponses contrastées, comme on dit, entre les deux situations. Et afin de le faire, au lieu de faire un gradient, ils ont balancé directement l'ATP dans le bain. Donc ça a un avantage, c'est que les cellules ne bougent plus, parce qu'elles ne savent plus où elles sont, hein, puisqu'il n'y a plus de gradient. Donc elles ne bougent plus. Et ne bougeant plus, ce qu'on peut regarder simplement, c'est le changement de forme de la cellule. Donc si elle met plus de prolongement, eh bien, le rapport surface-volume augmente, et si elles en font moins, ce rapport surface-volume diminue. C'est, comment vous expliquer, plus il y a de villosité et plus j'ai de surface pour le même volume. Donc en fait, il faut voir les prolongements comme des villosités. Et ça, et en même temps, on peut regarder la rétraction, au contraire l'élongation des neurites en temps réel, c'est-à-dire mesurer la vitesse de réponse, j'appelle ça des neurites, comme si c'était des neurones. Leur prolongement, la vitesse de ces prolongements. Excusez-moi. Bon. Je suis tombé amoureux d'un macrophage à mon âge, ce serait quand même pas correct. Donc, ils ont fait ça. Et vous voyez tout de suite ici, ça ce sont les images réelles là-haut. Hein. Donc je ne la vois pas, mais ce n'est pas très grave. Regardez juste ici, elle est reproduite. Vous avez là normalement la modélisation. Ici, c'est avec les petites flèches rouges, on peut suivre le mouvement de ces prolongements. Dans les situations où je n'ai pas de LPS, les astrocytes, les macrophages sont normaux. Et vous voyez que j'ai un agrandissement de la taille de mon macrophage, alors que ici, quand j'ai mis du LPS, eh bien, vous voyez que j'ai une espèce de rétraction avec l'ATP, je transforme vraiment en microglie amoeboïde. Et ça, je peux évidemment le quantifier, c'est ça qui est intéressant dans cette affaire. Voilà ici, par exemple, les ramifications, c'est le pourcentage de l'aire de surface sur le volume, donc c'est le rapport surface-volume. Plus le rapport surface-volume, plus je suis ramifié, augmente, plus je suis ramifié. Hein. Donc c'est une mesure de la ramification. Vous voyez que dans les conditions normales, voici ici mes astrocytes, mes microglies normales, décidément je ne veux pas que ce soit des microglies aujourd'hui, les microglies normales, je rajoute l'ATP, et vous voyez que tout de suite, j'ai une augmentation de la ramification, c'est-à-dire de la surface par rapport au volume. Mais que si j'active, soit avec du LPS, soit avec du CPG, soit avec du TNF-alpha, avec toutes sortes de drogues qui provoquent une réaction de type inflammatoire, eh bien, vous voyez que tout de suite, au lieu d'augmenter la surface, je diminue la surface, c'est-à-dire qu'en fait, je vais à l'inverse du phénotype que j'attendais. Et ici, ce sont d'autres types de quantification. Non, ça, c'est sur la mobilité, la rapidité de la mobilité. Vous voyez que dans le contrôle, j'ai une augmentation de la mobilité, tout d'un coup je commence à bouger très fort parce qu'il y a de l'ATP partout, je ne sais plus où je dois aller, donc je perds la tête, donc je vais dans tous les sens. Mais si j'active, eh bien au contraire, je rétracte mes prolongements et j'arrête de les bouger. Donc on voit tout de suite que la motilité diminue énormément dans les situations qui sont des situations d'activation de l'inflammation. Donc, si je me mets un tout petit peu plus bas, là j'ai mis, c'est le contraire, là ce que j'ai fait, c'est que j'ai traité ce coup-ci au LPS, hein, et vous voyez que quand je traite au LPS, eh bien, j'ai une baisse du rapport entre la surface et le volume, c'est-à-dire que ça, c'est l'indication que ma microglie se rassemble sur elle-même, hein, et ça peut être bloqué par ici, ce sont des bloqueurs d'une voie de transduction du signal qui est assez connue, qui s'appelle NF-κB, un facteur de transcription qui est impliqué dans la réaction inflammatoire. Voilà. Et là, c'est pour la mobilité des process, des prolongements, on voit tout de suite que je peux bloquer cette perte de mobilité en bloquant l'activité de NF-κB. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas quelque chose, si vous voulez, qui se produit avec d'autres agonistes, hein, parce que, vous voyez ici, si je mets du LPS avec du C5A, le fragment de C5 qui se lie sur le récepteur C5, etc., eh bien, je n'ai pas une réponse d'inhibition. Hein.
que je vois ici avec l'ATP. Donc en fait, c'est une voie tout à fait spécifique à une signalisation de type purinergique. Ça ne veut pas dire que c'est l'ATP en l'occurrence, on y reviendra, purinergique. Et ce que vous voir ici, c'est qu'au bout d'une douzaine d'heures, eh bien, tous mes macrophages sont devenus des macrophages amyboïdes. Amyboïdes, ça veut dire inflammatoire, et ça veut dire à une très grande capacité de migration à l'intérieur du système nerveux central. J'espère que je n'ai rien oublié. Alors, je passe sur les expériences de pharmacologie qui sont toujours un tout petit peu ennuyeuses, mais ce n'est pas l'ATP. Hein, ce n'est pas l'ATP. Un certain nombre de ces expériences de pharmacologie ont entraîné ces chercheurs sur la piste un peu différente de l'AMP cyclique intracellulaire, de la PKA, moi j'ai fermé le mien, et de GS, qui sont les grosses protéines G activatrices, parce qu'il y a plusieurs protéines G, il y a les GI, il y a les GS, il y a les GO, les G0, je ne vais pas vous embêter avec ça, ça deviendrait talmudique. Mais il était peu probable que l'on passe par un récepteur de type P2Y, hein, qui de toute façon est réprimé extrêmement rapidement, comme on vient de le voir. Il a donc fallu se tourner vers d'autres classes de récepteurs à l'ATP, de récepteurs. Alors, en fait, quand vous avez de l'ATP dans le bain, à l'extérieur, l'ATP est très très rapidement dégradé. C'est-à-dire qu'il y a des ectonucléotidases à la surface des cellules, ou sécrétées par les cellules, qui dégradent rapidement l'ATP. Et ça a amené ces chercheurs à étudier deux récepteurs qui sont des récepteurs à l'adénosine. Vous avez adénosine, AMB, ADP, ATP. Hein. Donc l'adénosine, c'est le corps du nucléotide, du nucléoside en l'occurrence purinergique, ATP évidemment. Donc il y a deux récepteurs à l'adénosine qui sont exprimés par ces macrophages cérébraux, A2A et A2B, qui sont couplés justement à des grosses protéines G de type S, qui induisent la synthèse d'AMP cyclique. Et par analyse génétique, hein, ils ont pu montrer que quand on traite les cellules au LPS, hein, c'est ce qu'on appelle des RT-PCR, mais ce n'est pas le problème, on voit tout de suite apparaître une bande ici qui correspond à A2A, qui est un récepteur à l'adénosine, hein, et cette bande apparaît aussi. Alors A2B n'est pas stimulé, donc ce n'est pas A2B, il n'est pas exprimé même, hein, avec ou sans LPS n'est pas exprimé. A3, qui est un autre récepteur, n'est pas non plus exprimé. A1, qui est aussi un récepteur, n'est pas exprimé. Donc c'est vraiment le seul récepteur qui soit exprimé, non exprimé à l'état basal, mais stimulé par le LPS, c'est-à-dire par l'inflammation mimée par cette surface bactérienne, d'une certaine façon, c'est A2A. Hein. Et A2A est aussi activé par les autres médiateurs de l'inflammation que sont le LTA, le TNF, CPG, etc. Maintenant, par contre, ça, vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand je traite mes cellules au LPS, au lieu d'activer la synthèse de P2Y12, eh bien, je diminue la synthèse de PY12, et ça c'est vrai aussi avec le LTA, avec le TNF, avec le CPG. Bêta-actine ne bouge pas. Ce qui est aussi amusant dans cette histoire, enfin si ça vous amuse, c'est que le bêta-A4, c'est-à-dire ce qui est le composant des plaques amyloïdes pour tous ceux d'entre nous qui sommes sur la voie de l'Alzheimer, et on ne sait jamais à quel niveau de cette voie on est, parce qu'il y a des effets seuil. On se endort en bonne santé, on se réveille avec un Alzheimer. Donc, il faudrait mieux pas dormir dans ces cas-là. Mais, donc, vous voyez que le A-bêta, hein, qui forme les plaques, eh bien, lui stimule l'expression de A2A, mais diminue celle de P2Y. Donc, en fait, ce sont des effets inflammatoires qui peuvent être provoqués par un certain nombre d'agents, dont des agents qui, évidemment, nous avons tous du bêta-A4, hein, faut le savoir. Nous avons tous des plaques. Mais bon, c'est la vie. Je ne sais pas pourquoi je vous disais ça, c'est trop triste. Donc, le bêta-A4 active le TLR4, lui aussi, et augmente l'expression de A2A, qui est un récepteur non pas à l'ATP, mais qui est un récepteur à l'adénosine. Hein, c'est donc un autre neuromédiateur. D'où l'intérêt de ces récepteurs à l'adénosine sur lesquels ces chercheurs ont travaillé. Et d'ailleurs, on commençait par regarder si c'était aussi vrai
dans les microglies humaines. Hein, parce que, bon, c'est bien gentil, les souris, les rats, tout ça. Hein, mais des fois, on devrait savoir si ça a à voir quelque chose avec nous. Ben oui, dans les microglies humaines aussi, hein, vous avez les mêmes phénomènes de chémoattraction pour les stimulations contrôle, de chémorépulsion de LPS et aussi d'activation par le LPS dans les microglies humaines du récepteur A2A avec une répression du récepteur P2Y12. Donc, dans ce cas-là, la souris et nous, pour ce qui est de cette affaire, c'est la même chose. Enfin, c'est la même chose, dans certaines limites. Donc, alors ces chercheurs sont maintenant retournés à des souris qui expriment la GFP, soit sous le contrôle du récepteur A2A. Alors voilà ici. Ici, vous avez des souris dans lesquelles le récepteur A2A, celui-là, drive, régule et fusionné avec une protéine fluorescente. Vous voyez que j'aime les photos, Mme Tixier-Vidal. Donc, vous voyez ici que dans les conditions contrôle, je n'ai pas de fluorescence. Ça, c'est un contrôle pour montrer que ça marche. Mais quand je rajoute du LPS, vous voyez que tout de suite, j'ai l'induction de mon récepteur. Donc ça veut dire que même in vivo, j'induis le récepteur quand je mets du LPS. Donc ça, c'est un truc qui est assez solide. Et là, ils l'ont fait, c'est autre chose. Ils ont mis la protéine fluorescente sous le contrôle d'un gène de macrophage cérébral, qui est CXCR, je ne sais plus où, CX3CR1, pour ceux que ça intéresse. Le voilà ici. Et vous rajoutez du LPS, vous voyez qu'elle passe de ramifiée à amyboïde, vous voyez qu'elle change de forme, hein, in vivo. C'est plus de la même cellule, mais si je bloque, si je mets ici quelque chose qui, je crois, est un inhibiteur du récepteur A2A, cette fois-ci, donc inhibiteur du récepteur adénosine, eh bien je bloque cette transformation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce récepteur à l'adénosine est responsable de la transformation du phénotype ramifié en phénotype amyboïde. Donc si je reprends, alors les auteurs sont alors c'est réversible, hein, ça va très très vite, c'est-à-dire que si je retire l'inhibiteur, eh bien j'ai tout de suite une réversion vers le phénotype ramifié. Alors pour boucler la boucle dans ce travail, les auteurs sont retournés à des cultures de cellules et ont co-cultivé des microglies avec des astrocytes. Ils ont lésé les astrocytes localement. Donc quand je lèse l'astrocyte, j'ai l'ATP qui sort, je vais me mettre sur P2Y et puis j'active ça. Et ils ont attendu, ils ont vu évidemment, ils ont vu ce qu'on attend, c'est-à-dire que dans ce situation à court terme, j'ai mes prolongements qui vont aller se précipiter vers l'astrocyte blessé, hein, qui a relargué des choses qui induisent non, vers l'astrocyte qui libère de l'ATP, hein, mais qui est au voisinage des cellules lésées. Et en l'occurrence, ici, ce sont les astrocytes, mais bon, ça pourrait être autre chose. Hein. Donc la réponse des microglies, si je mets maintenant du LPS ici, hein, donc je vais mettre du LPS, donc je vais mimer une inflammation, et bien ma réponse va être une réponse opposée. C'est-à-dire qu'en fait, mon ATP est de toute façon dégradé en adénosine, et là maintenant, en présence de LPS, je ne vais plus avoir P2Y, mais je vais avoir A2A sur mon macrophage, et au lieu d'avoir une attraction, je vais avoir une répulsion, en même temps que je vais avoir l'adoption d'un phénotype de type amyboïde. Au fond, je vais avoir cette transformation ramifiée, amyboïde, en réponse au LPS, parce qu'en fait, ce ne sont pas les mêmes récepteurs, ni les mêmes médiateurs qui sont en jeu dans les deux situations. Donc ça, c'est une façon de résumer, de rassembler ce que je vous ai dit cette semaine, et aussi la semaine dernière, à la fin du cours. Je change de page. J'ai les doigts gourds. C'est parce qu'il fait froid. Voilà. À vous, parce que moi j'ai toujours froid. Voilà. Donc, et en plus j'ai perdu un livre, c'est pas grave. Vous voyez que j'ai froid. Je vous assure que ce n'est pas pour gagner du temps. Je regarderai une minute de plus. C'est pas très grave. J'ai dû faire une bêtise quelque part. Alors si je perds une feuille, hein, elle est fichue.
Non. Bon. Donc, la libération, évidemment, ici, se fait par des hémicanaux. Alors, j'aimerais poursuivre aujourd'hui en sortant exceptionnellement du système nerveux. Donc, je sors du système nerveux grâce à un article récent d'un certain Shekeni et collègues, hein, je ne sais pas, c'est un truc de cette année, oui, octobre. Donc, vous voyez ici que j'ai des hémicanaux, c'est la figure que je vous ai montrée la semaine dernière, parce qu'en fait, ce ne sont pas des hémicanaux, là, ce sont des gap junctions, où mes deux astrocytes communiquent via ça. Donc, l'hémicanal, ça veut dire qu'il faut que je me libère de ce truc au-dessus, là, que je n'ai plus qu'une partie là. Mais c'est quelque chose qui n'est pas entièrement spécifique du système nerveux, bien entendu, c'est quelque chose qui est beaucoup plus large. Et ce papier se place dans le contexte du rôle de l'apoptose dans le recrutement, l'apoptose, donc la mort programmée, etc., dans le recrutement des macrophages et sur la nature des canaux qui sont engagés dans la libération d'ATP. Vous allez voir parce que c'est intéressant pour quelque chose de... Alors, là, je ne me suis pas centré, ce n'est pas dans le système nerveux, hein, et donc ça vous montre qu'avec des modulations, parce qu'il y a toujours des trucs qui sont plus spécifiques du système nerveux que d'autres choses, de différents systèmes, le principe est le même. Alors, dans des études antérieures, ces auteurs avaient démontré que l'ATP et l'UTP sont libérés par des cellules apoptotiques intactes. Quand je dis apoptotique intact, je veux dire que ce n'est pas parce que vous allez mourir que vous êtes mort. Donc, c'est même parce que vous n'êtes pas mort que vous allez mourir, en l'occurrence. Donc, la cellule apoptotique, elle va mourir, mais elle n'est pas morte. Donc, et ça, ça a l'air d'un détail, mais ce n'est pas du tout un détail. C'est important parce que cette cellule qui est encore vivante libère de l'ATP et de l'UTP. Hein. Donc, c'est un signal qu'elles envoient, je vais mourir, trouvez-moi. Et c'est très important parce qu'il faut qu'elles soient trouvées par les macrophages afin d'être immédiatement mangées par les macrophages avant d'avoir été capable de libérer un contenu qui est un contenu hautement toxique, parce que l'ADN est hautement toxique. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'elle libérerait, c'est de l'ADN. Or, l'ADN, c'est transformant. Donc, on ne peut pas laisser ces cellules qui vont mourir, surtout quand il y a une mort massive, ce qui est souvent le cas au cours du développement, on ne peut pas les laisser libérer leur contenu. Donc, en fait, il faut qu'elles soient mangées vivantes. Un peu comme un sushi, quand ça bouge encore, vous savez. Plutôt un sashimi, d'ailleurs. Excusez-moi, le copain japonais ne serait pas content. Donc, ça m'est arrivé une fois. Le poisson bouger dans la bouche, c'est très, très mal. Donc, c'est un point qui est important pour cette raison. Donc, cette sécrétion passe de l'ATP, peut passer soit par l'exocytose, c'est-à-dire par des vésicules, soit elle peut passer par des canaux, comme je viens de vous le révéler ici, l'illustrer ici, par des hémicanaux. Or, ça ne passe pas par l'exocytose. On a des bloqueurs de l'exocytose, comme un truc qui s'appelle la brefeldine A, qui bloque la sécrétion de type golgien. Or, la brefeldine A n'empêche pas la sécrétion d'ATP. Donc, l'hypothèse canal est l'hypothèse logique, et c'est celle qui est explorée par ce groupe. Donc, la semaine dernière, je m'étais un peu exprimé sur les connexines, hein, qui forment des jonctions communicantes entre cellules, en particulier entre les astrocytes. Mais, en fait, ici, ce n'est pas des connexines. Ce n'est pas des connexines parce que la sécrétion d'ATP dans ce système n'est pas bloquée par une drogue, la flufénamine, qui bloque en fait l'acide flufénamique, qui bloque en fait les connexines. Et d'ailleurs, j'aurais dû commencer par là. Il s'agit ici de lymphocytes, hein, de cellules de Jurkat, en fait, de lymphocytes T immortalisés, si j'ose dire, parce que leur apoptose peut être induite par irradiation ou par addition d'un anticorps antiphase. Ils sont immortalisés au sens des académiciens, c'est-à-dire qu'ils finissent toujours par mourir quand même. Donc, disons que ce sont des cellules qui finissent par mourir, mais là, ce sont des cellules qu'on peut faire mourir. Ce sont des cellules immortalisées. Et on peut les entraîner à mourir en mettant un anticorps qui reconnaît un récepteur à leur surface, un récepteur anti-FAS, FAS. Je ne rentre pas dans les détails. Bon, il existe une deuxième classe de protéines qui font des canaux qu'on appelle les panexines, hein, et qu'on retrouve, qui sont extraordinairement répandues dans toutes sortes de cellules, les panexines. Et ce que vous voyez ici, et c'est ça qui, si vous voulez, a retiré mon attention, hein, c'est pour ça que je vous parle de ça, parce que je pense que c'est très intéressant. Donc, ces connexines
ces panexines ne sont pas inhibées par FFA, mais elles sont inhibées par d'autres drogues comme CBX ou le probénicide, qui est plus spécifique. Il existe 3 panexines chez l'humain, et la panexine 1 est la plus abondante. Donc, on peut donc vérifier le rôle de ce canal, ça a été fait, en inhibant la traduction des ARN qui encodent la panexine 1. Donc, je ne vous montre pas ces données parce que ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a sur cette diapositive. Enfin, ce qui est intéressant, ce qui m'a intéressé. C'est pas paranoïaque. Donc, ce qui a attiré mon attention, c'est que la régulation de l'activité panexine par induction de l'apoptose. Et ce que vous pouvez voir ici, qui est très amusant, voilà ici la panexine. Hein. Quand j'ajoute le stimulant, c'est-à-dire quand j'induis l'entrée en apoptose de mes cellules, je vois une perte de la panexine. En même temps que je vois une perte de la procaspase, quand j'ai de l'apoptose, j'active la procaspase, je génère de la caspase 3 et donc la procaspase diminue, vous voyez, parce qu'il y a la caspase 3 qui se forme. Hein. Ça, c'est avec l'antiphase. Et ça va relativement vite. Si je bloque l'apoptose avec un marqueur, avec une drogue qui bloque l'apoptose, évidemment, je vais bloquer la dégradation de la procaspase, plutôt la transformation de la procaspase en caspase. Et la perte de cette canal est évidemment très très bizarre, puisque c'est ce canal dont je prétends que quand on stimule la cellule, il va entraîner la sécrétion du signal ATP. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une maturation de cette propanexine en fait en panexine. Et ça, c'est très rigolo parce que ça veut dire qu'en même temps que j'active la mort, j'active la caspase 3, la caspase 3 vient cliver, parce que vous voyez que quand je mets du ZVAT, j'ai plus de clivage de la panexine, elle reste là. Donc la caspase 3 vient cliver le canal, qui maintenant peut se former en canal et entraîner la sécrétion d'ATP. C'est-à-dire que c'est vraiment le signal qui dit « je vais mourir », et par conséquent, maintenant, j'apprends tout de suite, rapidement, parce que je clive la propanexine pour faire un canal de panexine qui permet la libération de l'ATP et de dire trouvez-moi. Hein. Et ça, c'est très clairement montré ici. Voilà ici le clivage. Le clivage du site se fait ici. C'est un premier clivage qui est un clivage sur un site B, ici. Il y a aussi un clivage sur le site A, qui lui n'est pas discuté par les auteurs, mais en fait, c'est le site B qui les intéresse le plus. On a une protéine qui est tronquée, comme ça, à qui il manque. Et quand j'ai la protéine tronquée, si je mets un colorant qui passe à travers le canal, je vois que maintenant mon canal est activé, le colorant est passé. Voilà, il est ici. Donc, c'est un système extrêmement élégant où je peux coupler l'induction de la mort à l'ouverture du canal en clivant immédiatement un précurseur des panexines. Et donc, la chaîne, c'est celle-là. J'active l'apoptose. Je mature mes caspases, je mature mes panexines, je libère mon ATP et j'attire mes macrophages qui vont venir me manger. Hein. Donc, un système qui... Bon, je vous l'ai dit comme ça, je pense que c'est intéressant. On va revenir au système nerveux, mais je pense que c'est un système qui est assez joli. Enfin, moi, ça m'a amusé, quoi. Voilà. Donc, je reviens maintenant au système nerveux parce que je sais que c'est ça qui vous intéresse. Et je vais revenir au système nerveux, non seulement au système nerveux, mais à la neurogénèse adulte, dans des situations non pathologiques. On va arrêter d'être triste. Ah, hein, j'ai entendu, c'est ça que j'ai entendu? Ah, oui. Bon, ben écoutez, ne vous réjouissez pas trop vite. Voilà. Donc, pour l'instant, on va revenir dans un système non pathologique. Et je vais recommencer par une revue qui va nous reposer des macrophages. Hein. Voilà. Donc, mais je reviendrai aux macrophages pour montrer qu'elles jouent un rôle dans le répertoire des nouveaux neurones, d'un truc qui est beaucoup plus amusant, d'une certaine façon, enfin qui est très amusant, je trouve. Donc, mais chaque chose en son temps. Donc, je repars de cette revue et il faut quand même que je vous dise un tout petit peu comment ça se passe, cette neurogénèse chez l'adulte. Hein. Donc, voici ici l'hippocampe, hein, qui est cette structure qui est très fortement impliquée dans l'apprentissage, dans la mémoire.
en particulier dans l'apprentissage spatial, mais qui est aussi impliqué dans le traitement des émotions. Et il est impliqué dans le traitement des émotions. Vous verrez peut-être, si j'ai le temps avant la fin de l'année, sinon l'année prochaine, vous montrer comment ça pourrait être impliqué aussi dans les pathologies certaines pathologies de type dépressif, parce qu'il y a une innervation qui vient de ce qu'on appelle le cortex entorhinal, qui est tout près, qui est ici, vous voyez le cortex entorhinal, il est là, tout près des noyaux de l'amygdale. Vous avez cette projection sur ces cellules, ici, qui sont des cellules qui sont régulièrement générées au niveau de ce que j'ai appelé la zone subgranulaire, la SGZ. C'est là que se forment les nouveaux neurones du gyrus dentelé pour ceux qui étaient là dans les premiers cours, mais je ne peux pas tout reprendre. Donc, vous avez cette innervation, et à partir de votre perforant pathway qui vient donc de la couche 2 du cortex entorhinal, dans le dentate gyrus, le gyrus dentelé, vous avez ici une innervation directe de ces neurones qui sont là dans l'aire CA3, mais aussi vous pouvez passer par l'intermédiaire de ces nouveaux neurones qui sont créés dans le gyrus dentelé. Ici, le gyrus dentelé, c'est là qu'on a des nouveaux neurones en permanence, qui projettent aussi sur cette structure CA3, laquelle projette sur la structure C1 qui est un petit peu plus loin dans l'hippocampe, et donc indirectement, on va aller rejoindre le cortex entorhinal au niveau des couches 5 et 6. Donc c'est un circuit qui est très important, non seulement pour la mémorisation, mais aussi pour le traitement des informations de type, je dirais, émotif. Donc vous voyez ici cette image, vous voyez ici le cortex entorhinal avec les projections sur ici le gyrus dentelé, et puis ensuite le retour vers le cortex grâce à ces fibres qui viennent en fait qui viennent de CA1, de la région de l'hippocampe. Donc c'est une région intéressante, l'hippocampe, et c'est intéressant de constater que ces cellules sont en permanence renouvelées chez l'adulte. Je ne sais pas si l'adulte, on s'en moquerait un petit peu, à tort. Mais, donc, je suis à quelle diapositive là ? Donc maintenant, je passe à la suivante pour vous expliquer un tout petit peu la cinétique de cette chose. Donc, il existe des corrélations. Corrélation, ce n'est jamais qu'une corrélation en science, ce n'est pas une démonstration, entre le taux de neurogénèse chez l'adulte dans l'hippocampe et l'état émotionnel des animaux. Ça, c'est un truc qui est corrélatif. C'était démontré par de nombreux auteurs, mais en revanche, même si la neurogénèse peut être nécessaire à l'action de certains antidépresseurs, et là j'y reviendrai peut-être plus tard, et dans certains types de dépression, pas dans toutes les dépressions, eh bien, son implication dans la régulation de l'humeur n'est pas établie. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'implication de la neurogénèse adulte dans la régulation de l'humeur n'est pas établie. Donc, il ne faut pas sauter aux conclusions. C'est une incertitude sur laquelle je reviendrai, comme je viens de vous dire, sans doute dans le prochain cours et peut-être l'année prochaine. Je ne sais pas très bien encore. J'hésite pour la semaine prochaine et la semaine d'après. Donc, de toute façon, l'année prochaine, je me concentrerai vraiment, je pense, sur les phénomènes de pathologie, genre dépression, psychiatrie, etc. Donc, ce que vous voyez ici, la neurogénèse adulte commence avec la prolifération de ces cellules ici dans la zone subgranulaire. Voilà. Ce sont ces cellules vertes qui prolifèrent. Ensuite, elles rentrent, si vous voulez, dans la zone des grains. Vous voyez qu'elle n'est plus sur le bord. Elles rentrent dans cette zone. Et puis, elles commencent à pousser des dendrites qui vont être contactés par les fibres qui viennent du cortex entorhinal. Et puis ici, ensuite, elles poussent un axone et elles vont les contacter, ces neurones de la région CA3, avec leurs axones. Donc, c'est le circuit qui se reconstitue en permanence chez l'adulte. On n'est pas ici chez l'embryon, on est vraiment chez l'adulte, ça se constitue en permanence chez l'adulte. Et ce que vous voyez aussi, c'est que ces neurones, qui sont des neurones glutamatergiques, verts, sont contactés par des petits interneurones à GABA, qui sont des interneurones inhibiteurs, sauf que ces neurones GABA ne sont pas inhibiteurs au départ. Au départ, ils sont excitateurs. Donc en fait, vous avez un circuit excitateur, et puis au fur et à mesure de la maturation, une semaine,
2-3 semaines. Je ne sais plus où j'en suis, moi. Je ne vois plus. Des mois, d'accord. Donc, au fur et à mesure de la maturation, vous voyez que vous avez une transformation de excitateur en inhibiteur. C'est-à-dire que là, ils sont maintenant inhibiteurs. Et si vous regardez ce qui se passe, soit à ce niveau-là, soit à ce niveau-là, vous avez évidemment vos nouveaux boutons qui arrivent, soit des axones, soit des dendrites, dans ce cas-là, ici des axones, qui arrivent au niveau des cibles. Alors là, c'était la situation avant. Vous avez le nouveau bouton qui arrive, qui est de la nouvelle cellule qui a été générée. Et vous serez dans une situation où bien vous avez une polynervation avec 2 neurones qui font une synapse sur la même cible. Et ce qui peut se produire après, c'est que cette situation persiste. Vous allez avoir une multinervation qui va se maintenir, ou bien l'un va gagner sur l'autre. Le nouveau va tuer l'ancien, ou l'ancien va se débarrasser du nouveau. Et ça, c'est comme ça que ça se passe. Donc, pendant la deuxième semaine donc, de leur existence, ces cellules se différencient en véritables neurones, mais ils restent immatures sur le plan de l'électrophysiologie. Donc, ils ne sont pas encore intégrés dans un réseau neuronal. Mais ils sont toujours innervés par les neurones GABA, et cette innervation est toujours excitatrice, c'est-à-dire dépolarisante. Donc, cette dépolarisation, d'ailleurs, joue un rôle important dans la survie des neurones, mais je ne rentre pas là-dedans. Et ensuite, elle s'intègre donc dans ce circuit, et voilà, donc elle s'intègre dans le circuit. Donc, je ne passe de circuit qui implique le cortex entorhinal, c'est-à-dire le cortex dont je vous ai parlé. Donc, ces synapses nouvelles s'ajoutent aux synapses anciennes, ou les remplacent, ou alors elles disparaissent. Voilà. Donc, il n'y a que 3 possibilités dans ce jeu. Donc, cette intégration qui se produit en 3e semaine de la vie de la cellule correspond à la transition des neurones GABA qui, d'excitateurs, deviennent inhibiteurs. Donc, il y a une période critique dans la maturation de ces neurones GABA. Et la survie des nouveaux neurones, comme je viens de vous dire, dépend de l'activité glutamatergique. Bon, en fin de compte, nous avons des neurones matures, ou presque, disons des adolescents, qui sont bien intégrés dans le circuit hippocampique, et la maturation se poursuit cependant, et les neurones ne sont pleinement fonctionnels qu'au bout de 4 à 6 semaines. Donc c'est un processus relativement lent que ce renouvellement du circuit neuronal au niveau de l'hippocampe. Et ça m'amène à discuter un point qui, vous allez voir, est tout sauf simple, qui est le point de la régulation de cette neurogénèse. Parce que cette neurogénèse a une fonction, elle a une fonction physiologique, elle a une implication dans la mémorisation et dans l'apprentissage, et c'est à travers cela que cette neurogénèse peut être régulée. Donc, par des facteurs extérieurs qui sont associés à l'état cognitif et comportemental de la souris. Pour l'instant, on en est à la souris. Bon. Donc, rappelez-vous, la course à pied, par exemple, stimule la neurogénèse, on en a parlé, j'y reviendrai, mais aussi un environnement riche stimule la neurogénèse. Si vous mettez des jouets, des roues, des trucs rigolos pour les souris ou pour les rats, elles font plus de neurones. L'électrochoc aussi, ça stimule la neurogénèse. Mais, bon, mais il paraît que c'est bon contre la dépression. Vous voyez. Donc, tout ça, ça les stimule. Et ce que je voulais vous montrer ici, je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire du Maurice Watermaze, vous vous en souvenez, où je mets une piscine avec du lait et la souris ne voit pas le plot parce qu'il y a du lait, donc c'est vache. Donc elle nage n'importe comment, elle rencontre le plot, elle monte dessus, et au bout de certains essais, regardez juste celui qui est le contrôle, c'est celui-là, je crois, eh bien, elle apprend, au bout de 8 jours, elle a appris où était le truc, donc elle va nager directement vers le truc, c'est pour ça que le temps de nage est diminué, et puis 8 jours après, elle a vraiment appris, c'est-à-dire que c'est pas la peine de lui rapprendre. Donc elle se souvient, elle a mémorisé l'emplacement du plot. Donc, c'est dans la phase
tardive de l'apprentissage, celle qui part ici, c'est-à-dire qu'au moment où ça va être vraiment fixé, eh bien, on a des cellules qui entrent en apoptose. Hein. Donc on a des cellules qui meurent. Hein. Donc l'apprentissage, il agit sur la survie des neurones qui sont nés 7 jours plus tôt. Donc il agit sur des neurones qui sont nés 7 jours avant le début de l'apprentissage. Donc en fait, vous avez des neurones qui naissent ici, dans la zone subgranulaire, qui se différencient. Et donc au bout de 14 jours, ces neurones sont très importants pour l'apprentissage. C'est-à-dire que si je tue ces neurones, je ne peux plus apprendre. Et en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que ceux-là, au bout de 7 jours, eux, ils entrent en apoptose. Hein. Donc vous avez cette population qui entre en apoptose et qui permet la survie des neurones-là. Et si j'empêche la mort de ces cellules-là, ben ceux-là vont mourir et je serai incapable d'apprendre. Donc ce qui se passe au temps plus 7, c'est la prolifération de nouvelles cellules très fortes dans la zone subgranulaire, la mort des cellules qui sont nées 7 jours plus tôt, et la survie et la stabilisation dans le circuit synaptique des cellules qui sont nées 14 jours plus tôt. Donc vous voyez, vous avez une espèce de relation entre la prolifération, la mort et la survie de 3 populations de cellules qui sont nées à des moments différents pour que le circuit ici se stabilise. C'est-à-dire que ce sont en fait ces cellules-là qui vont être stabilisées dans le circuit, ces cellules qui sont nées 14 jours après, 14 jours avant. Hein. Donc là, c'est une meilleure façon peut-être de vous montrer un petit peu comment ça se passe. Voilà, ici, ce sont ces neurones-là, ça se passe par là. Hein. Ce sont ces neurones-là dont la survie est stabilisée en fin de période d'apprentissage. Hein. Donc, et par contre, les autres qui sont nés ici vont mourir, et ici, ça va proliférer comme des bêtes. Voilà. Donc, ça veut dire que vous avez une très forte intégration entre les 3 mécanismes, sur 3 populations nées à des moments différents, de cellules qui sont des cellules de la zone subgranulaire, c'est des cellules qui renouvellent ces neurones au niveau de l'hippocampe. Donc, c'est cette population de 14 jours, vieille de 14 jours, qui est importante pour l'apprentissage, et sa stabilisation et celle de l'apprentissage demandent la mort des cellules qui, elles, sont nées 7 jours plus tôt, hein, et une stimulation concomitante de la prolifération. Donc il est intéressant, à mon sens, de constater que c'est l'âge auquel la survie est dépendante de la dépolarisation, l'âge aussi de l'intégration dans les circuits neuronaux. C'est-à-dire que ces cellules de 14 jours, hein, leur survie dépend de la dépolarisation, et c'est à ce moment-là qu'elles s'intègrent dans les circuits, et que vous pouvez fixer la mémoire. Et probablement que ces cellules resteront présentes dans les circuits pour un temps, je l'espère, important, pour les souris. Donc, si vous regardez, en gros, je vais en arrêter là pour celle-là. Donc maintenant, si je reviens, si vous voulez, rappelez-vous à l'histoire de la course à pied, hein, oubliez les barres grises, c'est dans le contexte notch 1 délété, pour ceux qui s'en souviennent, qui étaient là et qui s'en souviennent. Ce sont 2 conditions indépendantes. Donc, ce que vous pouvez voir ici, c'est que c'est effectivement l'apprentissage, l'augmentation du nombre de neurones stimulé par l'activité physique, hein, eh bien, ne se passe pas au niveau ici des cellules souches, ne se passe pas au niveau du compartiment d'amplification, ne se passe pas au niveau des neuroblastes, mais effectivement se place au niveau de la stabilisation de la survie préférentielle, et plus importante, de ces neurones immatures qu'on voit ici, et qui expriment des marqueurs qui sont des marqueurs de neurones immatures. Je vous avais donné une liste des marqueurs ici. Voilà, PSA, NCAM en particulier, et double cortine. Donc, maintenant, je vais, pour les 10 minutes qui me restent, de nouveau, plus ça va, plus je suis mou. Mais bon, revenir à cette histoire de macrophage. Je vais revenir au macrophage. Hein. Pas m'en vouloir, mais je pense que c'est quelque chose d'extraordinairement important, cette histoire de macrophage. Donc, je vais revenir à cette histoire de mort de cellules progénitrices en prolifération, justement à travers le rôle des macrophages cérébraux dans les régulations de cette mort.
de cette mort qui est une mort normale, hein, c'est pas quelque chose de scandaleux. Donc, et je vais partir d'un article récent de Sierra et al., qui est un article de Cell Stem Cell, que vous pouvez voir ici, qui est sorti donc il n'y a pas très longtemps, hein, qui lui aussi a attiré mon attention. Et c'est parce que cet article propose, je dirais même démontre, hein, que les macrophages, physiologiquement, ce n'est pas une réaction inflammatoire, c'est le fonctionnement normal de notre cerveau, en l'occurrence ici du cerveau des souris, c'est ça qu'il faut comprendre, que ces macrophages sculptent la neurogénèse au niveau de l'hippocampe adulte. Ils sont impliqués, c'est vraiment de la vraie physiologie, ce n'est pas quelque chose d'artefactuel, en tout cas chez la souris. Je ne sais pas si c'est comme ça chez nous, hein, mais c'est vrai chez la souris en tout cas. Donc une des questions les plus importantes, à mon sens, dans la neurogénèse au cours du développement, comme chez l'adulte, est que toutes les cellules qui sont générées ne survivent pas. Hein. On a un grand gâchis de cellules. Et en fait, c'est une minorité de cellules qui passent cette période critique pour la survie. Alors, qui sont stabilisées ensuite dans les réseaux de neurones. Il y a donc une sélection, une très forte sélection, qui s'opère dans le sens physiologique, dont le sens physiologique n'est pas clair, j'y reviendrai probablement la semaine prochaine, mais qui pourrait correspondre à une sorte de sélection darwinienne, hein, c'est-à-dire une élimination de cellules qui ne sont pas conformes, par exemple, dans une situation donnée, hein, et qui meurent donc. Alors, la conception, si vous voulez, dominante, hein, sur la base des travaux que je viens de vous présenter, la conception dominante, c'est qu'on meurt normalement au stade de neurones immatures, hein, c'est-à-dire à ce stade-là, hein, sur la base justement des manips sur la course à pied et tout ça. Et ça, tout le monde sait, hein, que c'est à ce stade-là que la mort est la plus massive. Et en fait, ce que je veux vous montrer, c'est que ce n'est pas à ce stade-là, c'est à ce stade-là. Hein. C'est-à-dire au stade où on a la plus grande prolifération. Et vous allez voir, c'est tout à fait étonnant. Donc c'était la conception dominante, mais en réalité, hein, on constate une chute brutale du nombre de cellules qui sont marquées au BRDU, c'est-à-dire de cellules qui incorporent la thymidine, à un stade bien antérieur. C'est-à-dire que la mort est à un stade, la mort massive des cellules se fait à un stade bien antérieur. C'est une mort par apoptose. Donc c'est un article qui s'intéresse à la mort, plutôt à la date de la mort, et au mécanisme d'élimination des cellules mortes. Parce que, de nouveau, vous ne pouvez pas vous permettre de mourir sans être éliminé avant même d'être mort. Parce que sinon, c'est dangereux pour l'environnement, pour les cellules qui survivent, quoi. Parce que sinon, elles vont avoir des problèmes. Donc, ce qui est important quand même, c'est de toujours penser que ce que je vais vous raconter, c'est physiologique. Ce n'est pas quelque chose qui est lié à une pathologie, hein. C'est quelque chose de tout à fait physiologique. Donc, dans un premier temps, les auteurs ont analysé la localisation dans l'hippocampe. Ce sont des souris jeunes, hein, des souris de 1 mois, ça correspond à 16 ans pour un sapiens, en gros, un truc comme ça, je dirais. Pour autant qu'on puisse faire une corrélation entre ces deux choses, mais bon, des souris adolescentes. Hein. En gros, la maturité sexuelle chez la souris, c'est entre 1 mois et 6 semaines. Mais elles peuvent être matures sexuelles, elles n'ont pas forcément envie de le faire, pour des raisons, peut-être dans les laboratoires, je ne sais pas. Dans la nature, je n'ai pas été regardé, honnêtement. Donc, ce que vous voyez, c'est qu'ici, vous avez des cellules, hein, qui ont... celle-là, elle est pycnotique, elle est en train de mourir. Hein. Donc, et ce que vous voyez ici, c'est un marquage par la caspase 3 activée. Hein. Donc, il y a plusieurs façons de marquer ces cellules. Avec la caspase 3 activée, quand j'active la caspase, eh bien, elle est activée, donc les anticorps spécifiques. Je peux aussi avoir d'autres marqueurs, les noyaux pycnotiques, et puis la présence de fractine, c'est-à-dire un morceau d'actine qui est clivé par la caspase et qui est reconnu par l'anticorps spécifique, etc. Donc vous voyez ici, et là, ce que vous voyez, c'est un macrophage cérébral bleu. Hein. Et vous voyez que votre macrophage cérébral bleu, il est venu entourer cette cellule dans la zone subgranulaire. Ce n'est pas un macrophage amyboïde, c'est un macrophage ramifié, normal, qui vit, hein, avec plein de copains bleus comme lui dans la zone subgranulaire. Donc, cette zone où j'ai de la prolifération cellulaire, je suis aussi bourré de macrophages. D'accord ? Et
cette apoptose que je vois dans cette région du cerveau, qui est l'hippocampe, elle est spécifique de la zone subgranulaire. Je n'en vois pas dans la zone granulaire, je n'en vois pas dans le hilus, je n'en vois pas dans la couche moléculaire, qui sont d'autres régions de mon hippocampe. Et ce que je peux voir aussi, c'est que j'ai un index de phagocytose qui fait que proche de 100%, c'est-à-dire que toutes les cellules qui ont une figure d'apoptose sont entourées par les prolongements microgliales. C'est-à-dire que je ne peux pas échapper à être mangé si j'exprime que je vais avoir un mauvais moment à passer. Donc, là, vous voyez, c'est à peu près la même chose. Ce sont des cellules microgliales qui sont marquées en bleu et dans la zone subgranulaire et qui vont, vous voyez ici, là, aller englober, dans ce cas-là, une cellule dont vous voyez le noyau pycnotique qui indique que ça ne va pas bien. Voilà. Que ça ne va pas s'arranger. Donc, si ces microglies ne sont pas des microglies activées, en fait, 30% de chacune des catégories cellulaires est en contact direct avec un prolongement de type macrophagique. D'accord ? Donc, cette phagocytose se fait, ça c'est très joli, par l'intermédiaire d'une structure particulière qui est présente dans les prolongements des cellules, une sorte de boursouflure, pouch, ils disent, boursouflure phagocytique, que vous voyez ici. Ça ressemble à ça. Donc, des espèces de grandes cuillères, des espèces de grandes louches, qui sont faites par les prolongements, et qui vont aller entourer les cellules en train de mourir, et puis les gober. Vous voyez ici, par exemple, aussi un macrophage dans la zone subgranulaire, la zone de truc. Vous avez ici une cellule pycnotique, et vous voyez ici cet agrandissement-là. Vous voyez que votre cellule pycnotique est entourée par le prolongement macrophagique et qu'elle a été avalée. Donc on peut marquer les différents types cellulaires. PSA-NCAM, c'est ici, dans la zone d'âge, mais vous avez aussi d'autres marqueurs. Le marqueur, par exemple, de la nestine, qui est un marqueur beaucoup plus précoce, qui marque les cellules qui sont dans cette zone d'âge, c'est-à-dire entre 1 et 4 jours après leur naissance. Vous voyez ici en vert une cellule. Donc on peut, comme ça, aller identifier les cellules, les types cellulaires qui sont phagocytés par les macrophages au cours du renouvellement. Et donc, de cette façon, on a remarqué que parmi les cellules qui sont phagocytées, 8% expriment la nestine. Ce sont des progéniteurs très jeunes. 42% expriment PSA-NCAM, qui sont des neuroblastes. 28% expriment un marqueur qui est un marqueur de neurones post-mycotiques en cours de différenciation. Mais on ne voit jamais de marquage à la dopolcortine ou à NEN. C'est-à-dire qu'en fait, il y a très peu de marquage PROX5, qui est un marqueur de cellules des grains à un stade précoce de leur différenciation. Donc ce sont bien de très jeunes cellules qui sont phagocytées entre le stade de l'amplification des neuroblastes jeunes, l'amplification et le stade neuroblaste, c'est-à-dire en fait, c'est entre ça et ça. Ce sont ces cellules-là qui sont phagocytées au cours de la différenciation précoce de mon système. Donc, est-ce que vous avez encore 5 minutes parce que je voudrais quand même arriver au bout, et puis comme ça, cette prochaine, on pourra démarrer quelque chose de plus drôle. Peut-être. Donc, 0 astrocyte, 0 oligodendrocyte. Donc voilà, ça, ce sont les cellules qui sont phagocytées. Donc on est à un stade extrêmement tôt de cette affaire. Cela dit, ça ne nous dit pas à quel stade les cellules ont été générées, parce que entre le moment où je suis mangé et le moment où je sais que je vais mourir, il peut se passer une petite journée, par exemple. Donc en fait, c'est intéressant de savoir à quel moment je vais être phagocyté en fonction du moment où j'ai incorporé mon pic de BRDU, c'est-à-dire au moment où je me suis mis, où je suis sorti du cycle cellulaire, où je prolifère. Pardon, je ne suis pas sorti, je prolifère. Donc, si vous regardez... Ah, ça alors, c'est pas de chance. Ça, c'est bien parce que je me suis trompé de... Ça, c'est parfait.
J'ai pris le mauvais fichier. Ben, je vais vous le raconter comme ça. Je vais vous le mimer, hein, comme disait une de mes collègues tout à l'heure. Ce serait bien si tu le mimais. Ben. Vous ne pouvez pas savoir. Effectivement, je le mime. Donc c'est un peu dommage parce que non, du coup, je reprendrai là-dessus la semaine prochaine. Le message, quand même, c'est que ce sont des cellules qui naissent. Il y a deux stades de mort par la phagocytose. Il y en a un qui est un stade très précoce, c'est-à-dire entre 1 et 4 jours, et un qui s'étend plus longtemps et qui ne correspond pas forcément à la même activité physiologique. Je vous montrerai ça la semaine prochaine, et en même temps, la semaine prochaine, je vous montrerai à quoi ça peut servir. L'idée, si vous voulez, que j'ai derrière la tête, et ça, ce serait une spéculation complète, l'idée que j'ai derrière la tête, c'est qu'au moment de la prolifération des cellules, vous avez la génération d'une très grande diversité. C'est important de savoir parce que vous avez quelque chose qu'on appelle des rétrotransposons, c'est-à-dire que vous avez une modification de la séquence génétique de vos cellules souches. C'est-à-dire que quand vous avez cette prolifération, eh bien vous générez une population de cellules qui est en fait très hétérogène sur le plan génétique. Et ce qu'on peut imaginer, c'est que cette mort cellulaire correspond d'abord à nettoyer ceux qui ne sont pas viables, parce que la modification a créé des cellules qui sont des cellules non viables par l'incorporation de rétrotransposons dans une séquence absolument indispensable à la physiologie cellulaire, mais peut-être aussi, et de façon plus intéressante, dans un processus darwinien, d'une certaine façon, à la sélection de répertoires de cellules qui pourraient être adaptés à ce que nous sommes en train de devenir, nous adultes, c'est-à-dire à changer le répertoire de cellules du système nerveux central chez l'adulte. Vous voyez où je veux en venir, c'est-à-dire que je ne dis pas que c'est comme ça, mais je pense que c'est une assez bonne hypothèse parce que nous savons que les signaux qui permettent la prolifération des cellules souches chez l'adulte, en particulier les protéines de type Wnt, qui sont des morphogènes, non seulement stimulent l'incorporation des rétrotransposons dans l'ADN, c'est-à-dire modifient la séquence du génome, mais en même temps entraînent la prolifération des cellules souches et leur différenciation dans le sens neuroblaste. Donc vous avez ces trois phénomènes qui se passent en même temps: variabilité des cellules, prolifération et début de différenciation, et puis mort de 56% au moins de ces cellules. Donc vous perdez les 2/3 dans les 4 premiers jours, et vous en perdez encore 25% dans les 4 jours qui suivent. Donc il ne vous en reste pas beaucoup au bout du compte, mais si c'est les bonnes, hein, ça peut être utile. Donc je reprendrai ça la semaine prochaine, la fin du cours, et puis comme ça je vous raconterai les histoires de rétrotransposition chez l'adulte. Merci. S'il y a des questions, je ne suis pas à y répondre.